Bienvenue sur Musée Macabre pour le deuxième épisode de Si je raconte à Elsa. Donc cette fois-ci, je vais lui raconter 28 ans plus tard, que j'ai été voir au cinéma déjà il y a quelques mois maintenant, le jour 1, au moment de la sortie, et que j'ai revu récemment. Alors, que ça soit bien clair, ça n'est pas une critique ciné comme les youtubeurs ciné font des critiques, c'est comment moi j'ai vécu chaque scène, je les raconte à Elsa, et Elsa me donne son ressenti par rapport à comment je lui raconte la scène. Donc allez pas vous énerver en vous disant mais quand même c'était bien filmé, les acteurs jouaient super bien, etc. C'est pas du tout ça qui est important dans le film, enfin dans cette vidéo. Ce qui est important, c'est comment moi j'ai vécu les scènes et comment je les raconte et comment elle les ressent. Et bien sûr, si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez le découvrir, ne coupez maintenant, coupez avant le générique, parce que je vais raconter le film de la première scène à la dernière scène. C'est spoiler 400%, donc vraiment, il n'y aura pas de surprise, tout va être balancé depuis le début. Donc, comme la dernière fois, comme pour Dracula, barrez-vous si vous voulez pas savoir ce qui se passe dans le film et que vous l'avez pas encore vu. Et puis si vous voulez vous marrer, et comme pour Dracula, restez jusqu'au bout parce que il y a du lourd, il y a du lourd. Voilà. Allez, barrez-vous avant le générique ou sinon restez et enjoy. Ok, alors le film commence, on a la musique des Teletubbies, on voit des Teletubbies à la télé, et en fait on voit une pièce où il y a plein de gamins qui regardent les Teletubbies, mais on les sent inquiets, on les sent pas très bien, et on apprend que c'est dans les Highlands écossaises que ça se passe, on voit la maison Donc c'est important que ça se passe dans les Highlands pour bien plus tard. Et puis en fait, on entend de plus en plus de bruit, les gamins sont vraiment flippés, et en fait il y a une attaque donc d'infectés. Et on découvre que ça se passe, enfin on le découvre juste après que ça se passe en fait 28 jours avant le premier film qui est 28 jours plus tard, parce qu'en fait c'est le jour du outbreak en fait. Les gamins se font, donc les zombies rentrent dans la baraque où il y a les gamins se font bouffer, on voit du sang qui gicle sur la télé, et puis il y en a un qui est un petit peu plus malin que les autres, ou enfin il arrive à s'échapper, il tombe sur sa mère qui lui dit « Oh Jimmy, casse-toi, casse-toi !» Sa mère se fait attraper, donc Jimmy il se barre, parce que Jimmy c'est un intrépide, et puis il traverse la rue pour se réfugier dans l'église qui se trouve en face de la maison, et dans l'église se trouve son père, qui semble être le pasteur, et son père il est claqué au sol, quoi. C'est-à-dire que quand il voit son gamin arriver, il est super content, il lui donne la croix en lui disant je sais plus trop ce qu'il lui dit, mais il lui raconte en gros que c'est le jour de l'apocalypse, c'est génial, qu'il aille se planquer, mais lui il attendait ça depuis super longtemps, et puis les zombies, enfin les infectés arrivent à rentrer dans l'église, et lui il se laisse bouffer, il est super content, enfin c'est genre putain j'attendais ça depuis toujours, quoi. Et donc le gamin lui il est planqué parce que bah voilà il flippe, et puis hop tous les infectés sortent de l'église, et puis là on a un écran noir qui nous dit que 28 ans plus tard l'infection qui avait atteint l'Europe, puisqu'on voyait à la fin de 28, enfin celui d'avant, le deuxième, je sais plus, 28 mois, 28 semaines, avait atteint l'Europe, donc ils expliquent que ça a été repoussé de l'Europe et qu'il n'y a plus que l'Angleterre qui est infectée et qui est en quarantaine totale. Ok, attends. On ouvre sur des Teletubbies dans une scène de film post-apocalyptique. On part direct sur un contraste genre malaise total. Façon, voici votre enfance, maintenant regardez-la se faire éclater à coups de virus rageux. Classique mais efficace. Et puis Jimmy, ce héros de 8 ans qui traverse une attaque zombie comme si c'était un mardi pluvieux en Écosse. Mec, t'as du sang, des tripes, des gamins qui se font démonter en arrière-plan, mais lui il esquive, il court, il gère, il trouve l'église. Là où papa pasteur l'attend avec un regard illuminé et un petit « Tiens mon fils, voici la croix, j'ai commandé l'Apocalypse sur Amazon Prime. » Non mais sérieux, c'est quoi cette vibe de messie suicidaire? Et puis bam, les infectés sortent, Jimmy est vivant, on a l'écran noir, et 28 ans plus tard. Genre la saga a tellement traîné à faire une suite qu'ils ont intégré le retard dans le scénario. Mais vas-y, je suis chaude, la suite? Alors en fait cette première scène quand même, je voulais juste revenir à rebondir dessus juste une demi-fois, j'ai pas trouvé qu'elle était très très intense comparée par exemple à la scène avec Robert Carlyle dans le 2 où là vraiment on sent la flip. Là celle-là j'ai pas trouvé qu'elle était
très très bien filmé, mais bon, peu importe. Donc ensuite, 28 ans plus tard, on découvre une île, la Holy Island. Alors c'est juste à... alors je connais assez bien l'endroit parce que c'est juste à la frontière entre l'Angleterre et l'Écosse, et j'ai écrit une histoire là-bas dans un de mes bouquins, donc j'avais bien étudié la topographie, et c'est une île qui se trouve peut-être à 15 km en dessous de la frontière, et c'est une île qui est particulière, donc elle est très très belle, elle est particulière parce qu'elle a une énorme gué en fait qui n'apparaît que à marée basse, où on peut traverser, donc il fait au moins 1 km de long je pense, et puis sinon dès que la marée est haute, hop, l'île est complètement autonome. Et donc on découvre là une espèce de communauté d'une centaine de personnes qui élèvent des animaux, qui se débrouillent un peu comme ils peuvent, ils taillent beaucoup d'arcs, beaucoup de flèches, et on découvre cette vie, et on découvre une famille surtout, un gamin qui se réveille, qui descend donc à la cuisine, son père est en train de lui faire le petit déjeuner, donc on apprend que c'est une grosse journée pour lui, on sait pas trop pourquoi, et on découvre aussi qu'il a une maman, mais cette maman semble avoir des problèmes de tête. Bon, on apprendra plus tard, je peux le dire tout de suite, on apprendra plus tard qu'elle a une tumeur et un cancer à la tête, donc en fait, voilà, un coup elle est bien, un coup elle est pas bien, elle a chaud, elle a pas chaud, des fois elle est lucide, des fois elle est complètement à l'ouest, et donc on découvre ce papa qui doit faire quelque chose avec son gamin cette journée-là. Donc la présentation tranquillement de l'île et de la famille. Ok, donc là, on part sur l'intro du sanctuaire. L'île paisible, façon Walking Dead saison 4, quand ils font pousser des tomates et qui croient encore à l'humanité. L'idée de Holy Island, ça c'est stylé, surtout avec ce passage submersible à marée haute, genre checkpoint naturel anti-zombie, tu vois? Là-dessus, je dis oui, mais alors le réveil du gamin, c'est un poil plan-plan, non? Genre, viens mon chéri, papa fait des œufs, pendant que maman perd la notion du temps et de l'espace dans le salon. Je sais pas, il y a une vibe très drame familial sur fond d'apocalypse, mais sans la tension. En fait, ça vend une utopie un peu molle, tu vois? Surtout comparé à l'ouverture du deuxième avec Robert Carlyle, qui court pour sa vie, en laissant littéralement sa femme se faire démembrer en arrière-plan. Là, il y avait de la sueur, de l'angoisse, du vrai dilemme. Là, c'est plutôt « Bonjour, voici notre vie pépouse sur une île, mi-Minecraft, mi-Robin des Bois. Maman bug un peu, mais c'est ok, on taille des flèches. » On sent qu'ils veulent poser des enjeux émotionnels, mais sans la tension qui fait vibrer. Bon, voyons comment ils vont foutre le bordel dans ce petit monde idyllique. Parce qu'on sait tous qu'il va y avoir du sang sur le balcon à un moment donné. Alors en fait, jusque-là ça va, mais ça va commencer à partir assez... Enfin, bon, la première partie du film n'est pas trop débile, c'est après que c'est complètement con. Donc le père sort de la maison avec son fils, et là tous les gens de la communauté encouragent le gamin, ils sont tous en disant « Oui, bonne chance, c'est ta journée, bonne chance ». Enfin vraiment, ils l'applaudissent, ils le regardent tous, enfin vraiment c'est le héros du jour, on sait pas trop. Et en fait on s'aperçoit qu'ils vont sur le mainland pour la première fois, le gamin va sur le mainland, donc ils arrivent à la frontière, à l'entrée de l'île, et puis il y a la chef du truc qui lui dit « Mais quand même, 12 ans, le père dit non, mais c'est bon, il est préparé. Ouais, mais quand même, d'habitude, c'est 14-15 ans pour le première excursion. Non, mais ça va aller, bon, ok. Puis la chef donne quand même des consignes en disant voilà, si une fois que vous êtes sur le mainland, si vous revenez pas au quoi qu'est-ce, on n'envoie personne vous chercher, c'est votre choix d'y aller, et puis à partir de là, on s'occupe plus de vous. Le gamin il dit oui, j'ai compris, pas de souci. Donc il traverse marée basse, donc il traverse le gué. Puis ils arrivent donc sur le mainland, donc on découvre, ils sont un peu en mode balade, on découvre une forêt qui est découpée, parce qu'en fait de temps en temps ils envoient une expédition chercher du bois pour l'île, mais là c'est super bizarre en fait parce qu'il y a une espèce de voix, en fait il y a plein d'images flashback bizarres qui apparaissent, puis une voix qui donne un message en boucle, et le film est découpé vraiment bizarrement parce qu'on voit des images de vieux films vraiment des vieux films de chevaliers où on voit des gars qui tirent avec des flèches mais ils sont habillés en chevalier, puis on voit d'autres images de guerre, enfin il y a une espèce, je trouve que c'est presque malaisant avec cette voix qui répète en permanence des trucs. Je sais pas, c'est ça, sûrement une figure de style qu'a voulu faire Danny Boyle. Bon, mais voilà, ils sont en mode balade, et puis jusque là tout va bien. Ok, donc récapitulons. T'as un gamin de 12 ans qui est traité comme Frodo partant pour la montagne du destin. Tout le monde l'acclame, c'est le jour de sa vie. Il va enfin voir des arbres morts et des flashbacks chelous. Le rite initiatique ultime, apparemment. Franchement, si aller sur le mainland, c'est si dangereux que ça, pourquoi ne pas attendre que le petit ait au moins fini sa puberté? Et puis cette chef qui leur balance un bon « Si vous crevez là-bas, tant pis pour vous ». Avec le sourire, c'est ambiance colonie de vacances hardcore. Mais le plus absurde, c'est cette mise en scène pseudo-mystique.
avec des images de vieux films, des chevaliers et une bande-son qui fait penser à un documentaire sur l'effondrement mental d'un vidéaste sous acide. C'est censé donner du sens profond ou du malaise. Parce que là, on a plutôt l'impression que Danny Boyle a branché sa caméra sur un magnétoscope en rade. Bref, tout ça pour dire, le gamin découvre le monde et c'est pas gagné. Ouais, c'est ça. Et donc, bon, il se balade dans la forêt. Enfin, franchement, il y a pas, à part ces images et puis cette voix-là il n'y a pas vraiment de malaise, enfin, on a l'impression qu'ils sont plutôt peinards, et puis d'un seul coup, le père, il fait « Oh, attends, il y en a un là-bas !» Et il repère un espèce de zombie. Alors, en fait, on s'aperçoit que les infectés ont évolué, et là, c'est un espèce de gros zombie obèse qui rampe, et vraiment, il est dégueulasse, il est à moitié décomposé, il rampe vraiment, mais tout doucement, il bouffe des vers de terre, enfin, c'est vraiment dégueu. Et son père lui dit au gamin, pour bien le tuer, pour ton premier kill, il faut que... Alors, il lui explique que tu respires doucement pour tirer ta flèche et tout, il faut que ça soit dans le cou, pile à la base du cou et tout. Et alors le gamin, il commence à ajuster, il sait pas trop, et à ce moment-là, il y en a un deuxième zombie qui arrive derrière, et le père est obligé de se retourner, donc là il y a un petit moment, un petit peu de panique, le père se retourne, il est obligé de tuer, le gamin tue finalement son zombie à lui aussi, puis on en voit un troisième qui est un peu plus loin, on dirait presque une famille, parce que il est plus petit, on dirait un gamin qui est aussi obèse, et qui lui se met à gueuler, en fait quand il voit son père et sa mère, peut-être je sais pas qui sont morts, et à ce moment-là, le père commence un petit peu à flipper, et parce qu'il dit voilà... le bruit va en attirer d'autres, il faut qu'on se tire. Et donc il se barre, mais il est content parce que son gamin a fait son premier kill. Ah ouais, non mais là, c'est la chasse aux Pokémon version apocalyptique. Félicitations mon fils, t'as tué ton premier zombie asthmatique en décomposition. Sérieusement, c'est censé être un moment de fierté familiale. Le môme vient de transpercer une créature immonde à l'arc, et le daron est limite prêt à lui filer une médaille. Et le zombie obèse qui bouffe des vers de terre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est le déjeuner du dimanche dans ce monde? Et puis ce gamin obèse zombie qui gueule à la mort parce qu'on vient probablement de buter ses darons? Ça se veut quoi? Pathétique? Un message politique sur l'obésité? Je pige rien. On dirait un moment qui veut être intense, mais qui hésite entre l'horreur viscérale et une parabole mal branlée sur l'humanité perdue. Et pendant ce temps, le père jubile genre « Yes! Mon gamin est un killer maintenant !» C'est ça. Non mais tu m'étonnes que cette société a régressé à l'âge de l'arc et des peaux de bêtes. Ils ont tous pété un câble. Oui, mais c'est un peu ça en fait. J'ai l'impression qu'ils ont voulu montrer que l'Angleterre était isolée et revenue vraiment presque pas à l'âge de pierre, mais vraiment au Moyen-Âge, quoi. Alors si c'est une parabole pour dire Brexit, machin, tout ça, parce qu'il y a plein de gens, j'ai lu qui disaient oui, c'est comment on dit, une comparaison avec le Brexit. Je trouve que c'est vraiment mal foutu. Enfin bon, bref. Donc il se barre, le père est assez fier, il tombe sur une maison, il fouille un petit peu la maison, et puis là il trouve un mec qui est pendu, un espèce de zombie vraiment qui est pendu, et sur le dos il est scarifié, donc il a un sac sur la tête, il est pendu par les pieds, et sur le dos c'est scarifié Jimmy. Et Jimmy, c'est le petit jeune qu'on a vu au début, qui s'est barré, qui avait trouvé son père pasteur, machin, tout ça. Parce que moi, au début, je pensais que Jimmy, c'était en fait le père de la famille, tout simplement. 28 ans plus tard, ça colle à peu près avec l'âge. Pas du tout. C'est un autre gars. Et puis bon, il découvre ce truc, là, le père dit à son fils, vas-y, bute-le aussi. Donc le fils, il hésite à le buter, puis le machin, il tombe, il commence à crier. Bon, bref, il est quand même obligé de le buter. Il sort de la maison, et là, il tombe sur une horde de biches et de cerfs. Qui se reproduisent forcément parce qu'ils sont plus trop chassés, mais on voit des images subliminales, on voit des espèces d'infectés que sur du fond rouge comme ça, très sang, qui justement bouffent les cerfs, et puis on voit un infecté qui est plus grand que les autres, qui est super balèze, qui arrache carrément la tête d'un cerf et qui le fout sur un mur, enfin qui l'embroche sur une branche, et eux ils tombent sur ça. Ah mais là, ça y est, on bascule dans le grand n'importe quoi symboliste à la truelle. Déjà, le zombie pendu avec Jimmy, scarifié dans le dos. Genre, c'est le seul mot que t'as envie de graver dans la chair d'un type avant de le foutre à l'envers. Et surtout, qui fait ça? Un zombie? Un humain? Un fan hardcore de gravure médiévale? On comprend rien, et c'est censé rajouter une couche de mystère glauque, mais on dirait juste une énigme mal écrite. Et alors la scène des cerfs? Oh là là! Oui, d'accord. Les cerfs pullulent depuis que l'homme a déserté. Message reçu. Mais alors, pourquoi on passe direct à des infectés en fond rouge qui les massacrent dans une espèce de vision sous LSD?
Et ce zombie géant, là, genre quoi? On a mixé un boss de Resident Evil avec Bambi pour faire peur aux spectateurs. C'est comme si le film voulait absolument être métaphorique, viscéral, barbare et arty en même temps, mais qui savait pas dans quelle direction tirer. Alors il tire partout, et toi t'es là spectateur, à esquiver les flèches narratives en mode qu'est-ce que je regarde? Alors attends, justement, parce que quand le père, il voit la tête donc du cerf qui est planté sur cette branche d'arbre là, il se dit, oh là là, c'est un alpha. Alors les alphas, ce sont des infectés qui ont évolué vraisemblablement à cause des stéroïdes, qu'ils ont évolué un petit peu différent, donc ils sont plus intelligents, ils sont plus grands, ils sont plus forts. Alors, ils se promènent à poil et ils ont un attribut sexuel à faire pâlir Rocco Siffredi. Donc pendant tout le film, en fait, on voit des gens à grosses tops qui se baladent à poil, donc c'est pourquoi pas. Et là, le père commence à flipper parce qu'il se dit, oh putain, merde, il y a un alpha dans le coin. Et effectivement, il commence à être poursuivi par des infectés rapides. Pas l'alpha, mais la troupe un petit peu de l'alpha. Alors là, ils se mettent à courir, ils retournent vers la maison. Le père commence à en shooter 1, 2, 3 avec les flèches. Il dit au gamin, ils ont une espèce de petite stratégie. Un coup, c'est lui, un coup, c'est le gamin qui tire. Mais à chaque fois que le gamin il tire, lui, il rate son coup parce qu'il flippe et puis il est tout nouveau, quoi. Donc le père, il en dessoute bien 7 ou 8, hein, le père, tranquillement. Ils arrivent à se réfugier dans la maison, à monter dans le grenier, en fait, de la maison, à faire tomber le truc. Et puis, ils se retrouvent là, bloqués pour la nuit, en fait. Il y a l'alpha, on voit l'alpha sur une colline. Donc là, le plan est très très beau, hein. On voit, c'est découpé, il y a un arbre, on voit la lune, et on voit la silhouette de l'alpha qui bouge pas, qui les surveille de loin. Le plan est assez joli. Et là, donc, ils se retrouvent bloqués pour la nuit dans ce grenier, après avoir buté 7, 8 infectés, juste avec leur arc et leurs flèches. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Des zombies culturistes à poil avec une table de compétition. J'ai envie de dire bravo, fallait oser. Mais en vrai, t'as juste envie de hurler pourquoi? C'est quoi la logique? On est passé de la rage, virus simple et brutal, à des zombies version OnlyFans sponsorisés par la testostérone. Et le pire, c'est qu'ils te foutent ça comme si c'était hyper sérieux. Genre, attention, c'est un alpha, mais mec, c'est juste un mec nu avec une démarche de panthère et un crochet de boucher entre les jambes. Et pendant ce temps, le père, lui, il fait John Rambo avec son arc, easy peasy, il en démonte 8 sans transpirer. Le gamin rate tout, mais on s'en fout, c'est papa qui gère. T'as même plus peur pour eux à ce stade. T'attends juste le moment où l'alpha va débouler en slow motion avec la lumière lunaire qui brille sur ses abdos et son attribut comme une pub pour parfum post-apocalyptique. Et alors ce plan sur la colline, là ouais d'accord, visuellement c'est joli. Le décalage entre l'esthétique et le fond, c'est un peu comme si t'avais mis du Wagner sur une pub de gel douche. C'est classe, mais ça n'a aucun putain de sens. Alors, pendant qu'ils sont bloqués dans ce truc-là, ils regardent un petit peu quand même dehors, parce qu'il y a des trous dans le toit, hein, la maison elle est vraiment délabrée. Et là, au loin, le gamin il fait « Oh mais il y a un feu là-bas !» Et on voit un feu avec une colonne de fumée, et le père il fait « Bah je sais pas ce que c'est ». Et le gamin il fait mais quand même on devrait aller voir. Non, on va pas aller voir ce que c'est. Bon voilà, il insiste pas trop, mais on sent qu'il y a un truc chelou, mais bon bref. Le gamin s'endort, il fait un peu des rêves psychédéliques, et puis d'un seul coup ça se met à trembler, la maison se met à trembler, parce qu'en fait il y a les cerfs et les biches qui passent à fond la caisse à côté, ça fait comme un mini tremblement de terre, et comme la maison elle est vraiment en ruine, ça commence à s'écrouler, donc ils sont obligés de sortir de la maison. Donc ils sortent de la maison, ils courent sans faire trop de bruit, pour retourner sur l'île en fait, parce que... et puis bon, finalement ils arrivent à esquiver, enfin ils attirent pas l'attention de personne, et puis ils commencent à traverser le gué, puisque c'est presque marée basse, et d'un seul coup on voit l'alpha qui arrive, et l'alpha il se met à courir, il leur court après comme ça. Alors l'image est bien, c'est un petit peu ridicule, mais le plan est joli parce que il y a la lune qui éclaire en fait la flotte, et à chaque fois qu'il court, ça fait des gerbes d'eau qui sont très argentées comme ça. Et donc les deux ils courent, et l'alpha est presque à les rattraper, et là hop, heureusement ils arrivent tout près de la barricade, et à la barricade donc il y a les gars qui sont en faction pour surveiller, qui butent l'alpha, mais il leur faut 5, 6, 7, 8 flèches dans le corps de l'alpha pour qu'enfin il s'écroule. Et donc voilà, ils reviennent sains et saufs, et ils sont... c'est la fête. Le môme repère une colonne de fumée, genre « Et papa, il y a un feu là-bas ?» Et papa, au lieu de dire « On n'y va pas, c'est dangereux », il fait juste « Non ». Fin de l'argumentaire. Le mec vient quand même de buter 8 infectés. Il sait qu'il y a un alpha à poil qui rôde, mais il n'est pas foutu de dire à son gosse « Non », parce qu'il y a des chances que ce soit une putain d'embuscade. Et là, les cerfs. Les cerfs, ils deviennent un élément scénaristique. Oh non,
Un troupeau de biches qui passe à fond la caisse. Vite, fuyons. J'avais pas signé pour Bambi en mode Fast and Furious. Et là, la maison s'effondre. Logique. Trop de vibes, Disney Gone Wild. Mais le bouquet final, c'est l'alpha. Le mec arrive en courant, nu comme un verre, en Moonlight Mud, genre boss de fin dans un jeu indé arty. Je t'imagine bien toi, derrière ton écran, moitié en train de rigoler, moitié à te dire « Mais, ils se foutent de moi là, non ?» Ah, le Et puis pire. cette scène où ils lui foutent 8 flèches dans le bide pour qu'il tombe enfin. Ils veulent nous faire croire qu'il est increvable. Mais perso, j'ai juste l'image d'un mec à poil qui se fait planter à la chaîne comme une dinde à Noël. Et là, retour triomphal sur l'île, tout le monde les acclame. Alors que concrètement, le père a ramené la merde avec lui, ils ont cramé leur abri, failli crever, réveillé la bête et vu une colonne de fumée bien chelou. Mais ouais, vas-y, champagne, on a survécu à un mec à poil. Non, mais le pire, c'est que j'ai même pas. Je l'ai vu au cinéma, cette connerie. Alors bon, quand je te dis c'est la fête, c'est vraiment la fête. Hein. Ils font la fête, comme quoi ils sont revenus triomphal. Le gamin a passé sa sorte d'épreuve. Et alors là, ça commence à. Là, on commence à péter un peu tout le truc. Parce que. Donc, il y a toute la ville qui fait la fête, il picole et tout, et le père fait un espèce de speech en disant qu'il est super fier de son fils, ils ont été poursuivis, et son fils il en a dégommé plein à la flèche, et là le gamin il dit non mais papa j'ai tout raté quoi, et le père fait non, enfin il balance des gros mensonges. Bon ensuite on voit le père qui, le fils constate que son père il se barre avec une nana, et donc il trompe sa mère. Donc là, en fait, toute l'image du père, elle est en 3 minutes de film là, elle est complètement pétée parce que bon, voilà, il fallait pas non plus que ça se passe trop bien quoi. Donc le gamin, il voit son père qui est en train d'aller se taper notre nana, il sait que son père a menti, bon, du coup, il rentre à la baraque parce que sa fête pour lui pourtant ne l'intéresse pas. Et là, il tombe sur un vieux. Qui était là pour une espèce de babysitter pour sa mère en fait, parce que comme la mère elle est pas bien et qu'elle est malade, bah il fallait que quelqu'un la garde quand même quoi. Et puis il commence un petit peu à raconter comment ça s'est passé, il dit ouais mon père a menti, machin, tout ça et tout, bon bref, et puis il dit, et puis on a vu une colonne de fumée. Et là il y a le vieux, il fait, ah ouais vous avez vu une colonne de fumée au sud-ouest? Alors le gamin il fait, ouais, il fait, oh mais ça doit être le vieux Kelson je crois, je sais plus, d'un truc. Alors le gamin il fait, ah bon c'est qui? Il fait, ah c'est un ancien médecin, mais je crois qu'il n'y a plus de médecin, parce que ma mère elle a besoin de médecin. Il fait, non mais en fait pas vraiment, et puis c'est pas vraiment un médecin, enfin bon le vieux s'aperçoit qu'il a dit un petit peu de trop. Et puis bon, hop, la scène se termine, c'est le lendemain matin, le gamin descend, il va voir son père et il lui dit il y a encore un médecin et tout. Alors le père il fait mais non, mais pas vraiment. En fait, on l'avait vu il y a très longtemps, on l'avait vu, il y avait plein de cadavres partout alignés, puis il les cramait, le gars est bizarre, on a rien demandé de plus et on s'est tiré et tout. Et puis le gamin il fait ouais, et puis, et puis sinon, quand maman elle va mourir, tu vas te taper l'autre. Et là le père il lui colle une grosse gifle, donc le père est devenu un menteur, infidèle, et puis en même temps il frappe son gamin quoi. Donc le gamin il prend une baffe et puis donc, du coup il remonte, il va voir sa mère et puis bon bref voilà, il y a une espèce d'embrouille entre le père, la mère et le fils. Et là on se rend compte que le fils a décidé, il va décider d'aller voir le médecin tout seul quoi. Alors là, on passe du post-apo au soap opéra en 2 scènes chrono. Je t'imagine dans ton salon à te dire « Mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, bordel ?» Et t'as raison, parce que ça part complètement en sucette. Donc il rentre, c'est censé être la fête, mode youpi, on a survécu. Et là, le père se lance dans un monologue genre coach de TED Talk bourré. Sauf que tout est du flanc. Le gamin lève la main pour dire « Pardon papa, mais j'ai foiré tous mes tirs ?» Et lui, il persiste en mode « Non, t'étais incroyable, t'as fait des headshots de légende. » Exactement. Et là, bim, 2 minutes plus tard, il va se taper la meuf du village. Super exemple, bravo champion. Et comme si c'était pas assez, paf, trahison, mensonge, puis violence. Il file une gifle à son fils comme ça, sans même prendre le temps de nier. On dirait que le film essaie de casser méthodiquement chaque pilier moral du personnage du père. C'est exactement ça. Le mec passe de survivant badass à salaud, fini en un quart d'heure. Mais le clou du spectacle, c'est le vieux. Le genre de gars qui reste planqué dans les coins sombres pour sortir la réplique qu'il fallait pas dire. Colonne de fumée? Ah ouais, ça doit être ce taré de faux médecin. Il crame des gens, il fait des trucs louches. Mais bon, Osef. Là, t'as l'impression qu'un NPC a bugué et t'a balancé un spoil du jeu alors que t'avais pas activé la quête. Bref, le gamin, qui est visiblement le seul avec un cerveau fonctionnel sur cette île de bras cassés, décide d'y aller lui-même. Parce qu'il a 12 ans, qu'il a buté un zombie obèse la veille,
vu un alpha exhibo qui court dans l'eau et pris une baffe de son père adultère. C'est logique, non? Ouais, complètement. Et à partir de là, le film convient de... Donc jusque-là, c'était bon, ouais, c'était regardable. Et à partir de là, le film devient complètement con, mais à une puissance que j'ai jamais vue comme ça. Je suis resté au cinéma parce que voilà, je voulais voir à quel point ils allaient pousser le truc. Mais enfin voilà, j'ai vu pas mal de critiques de gens qui disent bah, si vous avez pas aimé, c'est que vous avez pas compris le film. Non mais si vous avez compris quelque chose là-dedans, c'est que je pense qu'il y a un problème. Bref. Le gamin déclencher un feu quelque part. Il va voir les gars près de l'entrée de l'île. Il leur dit il y a besoin d'aller aider pour éteindre le feu et tout. Donc les gars ils y vont. Vraiment le bait à 2 balles quoi. Et puis il se barre avec sa mère sur la mainland parce qu'il a décidé d'emmener sa mère voir le médecin pour la guérir parce qu'il refuse que sa mère soit malade. Et là, voilà, à partir de là, ça devient débile, parce que le mainland, c'est quand même dangereux. Et lui, il y va avec son arc et ses flèches, en sachant qu'il est incapable de viser quoi que ce soit, et sa mère, qui est complètement malade, qui est à moitié folle, du coup, elle a de temps en temps des moments de lucidité, et voilà. Et donc, il se balade sur l'île, bon, finalement, ça se passe plutôt pas mal. Il passe une première nuit dans des ruines. Là, il y a un espèce donc de gros zombie obèse de nouveau qui s'approche. La mère le bute, mais le gamin ne voit pas. Enfin, on voit juste le lendemain matin que c'est la mère qui l'a buté, mais elle s'en rappelle pas vraiment. Enfin, bon, bref. Et puis... Mais ouais! Là, on entre dans une autre dimension de la connerie scénaristique. C'est comme si le film te disait « Tu pensais que c'était absurde avant? Tiens ma bière. » Le gamin qui a raté tous ses tirs, qui vient de se prendre une mandale de son père, décide « Allez, maman, sous chimio mentale, viens, on va traverser le territoire zombie ensemble. Ça va être une balade bucolique. » Et il la kidnappe, littéralement, en foutant le feu à un truc random pour distraire les 2 péquenots de la porte. Et ça marche. Les mecs quittent leur poste pour aller voir un feu. Mais pourquoi? C'est même pas crédible 3 secondes. Et en plus, personne ne remarque qu'il embarque sa daronne à moitié groggy pour aller voir un médecin que tout le monde soupçonne d'être un psychopathe. Et ensuite, le film te balance ça comme si c'était un road trip mère-fils tout à fait chill. Les mecs sont censés être dans une Angleterre ravagée par une pandémie ultra violente depuis 28 ans, avec des alphas bodybuildés et des infectés qui courent comme Usain Bolt. Et eux, ils pique-niquent dans des ruines tranquilles. Et puis paf, zombie obèse. Mais plot twist, c'est la mère qui l'a buté pendant la nuit, comme si elle avait activé un cheat code pendant sa phase de démence. Et elle s'en souvient pas. Le film non plus, apparemment, mais attends, c'est pas fini. Ça devient encore plus débile après ça, non? Ouais. Alors là, on va avoir une suite d'enchaînements de scènes qui sont juste lunaires. Donc la scène d'après, il y a des soldats qui arrivent. Ils sont full équipés, donc fusil d'assaut, casque infrarouge et tout. Enfin vraiment des soldats très entraînés. Et ils se retrouvent face à des infectés qui les poursuivent. Donc ils leur tirent dessus et tout. Et là où c'est rigolo, c'est qu'il faut quand même se rappeler que tout à l'heure, le père avec le gamin qui ratait tous ses tirs, avec son arc et ses flèches, il en a descendu 8 à lui tout seul. Et là, les soldats, qui sont donc super entraînés, logiquement, qui ont des armes, des fusils d'assaut, etc., face à le même nombre, plus ou moins, d'infectés, ils se font tous décimer, quoi. Et, et bon, il en reste 3 quand même qui arrivent à se barrer dans un espèce de tunnel. Là, il y a un alpha tub à l'air encore qui arrive, qui en arrache un deuxième, et puis le tout dernier soldat, celui qui survit, il arrive quand même à se barrer et à se sortir de là. Donc en gros, les infectés se sont fait toute une escouade de soldats super entraînés, quand le père, tout à l'heure, un petit peu plus tôt, avec son arc et ses flèches, il a fait la même chose en survivant. Mais voilà, c'est là que le film te perd définitivement si t'es encore 2 neurones connectés. Le mec avec un arc et un fils qui tire comme une taupe à stigmate arrive à gérer une demi-douzaine d'infectés easy mode. Et derrière, t'as une putain d'escouade de militaires suréquipés genre Tom Clancy's Ghost Recon qui se font littéralement rouler dessus par le même genre de bestioles. Et pas en mode « on était pris par surprise dans un couloir sombre, hein ?» Non. Ils les voient arriver à la jumelle thermique, ils les canardent au fusil d'assaut, ils ont l'avantage tactique, ouais. Et ils se font quand même défoncer. Genre, c'est des Stormtroopers sous stéroïdes, mais avec la précision d'un Playmobil. Et pendant ce temps, le père Flèche-Brochette, lui, c'est Hawkeye. On dirait que les zombies ont un barème. À flèche, on est sensible. Paf, ça chatouille. T'as beau vouloir leur laisser le bénéfice du doute en mode
Peut-être que c'est une critique des fausses certitudes liées à la technologie militaire face à la survie primitive? Non. À ce niveau-là, c'est juste du foutage de gueule olympique. Le père, c'est Legolas version Lidl, mais efficace. Et les militaires, c'est des NPC programmés pour mourir dès qu'ils apparaissent à l'écran. Voilà. Tu veux qu'on enchaîne avec la suite de leur glorieux périple mère-fils sur le mainland, ou tu veux un whisky avant? Non, non, on prendra le whisky quand ça sera terminé l'enregistrement, parce que là après, la scène d'après, c'est encore plus lunaire. Parce que la mère et le fils sont dans un champ, donc ils discutent un petit peu, et puis d'un seul coup, il y a des infectés qui arrivent, donc le gamin attrape sa mère par la main, parce que là, vraiment, ils sont poursuivis, puis ils sont deux, puis la mère, elle clampine un peu comme elle peut, lui, avec son arc et ses flèches, il va pas bien loin, donc ils courent ensemble, et ils se réfugient dans une station-service. Et quand ils rentrent dans la station-service, il y a une condensation de gaz qui s'est mis là depuis pas mal de temps, donc le gaz rempli, on le voit carrément, c'est presque palpable. Alors quand ils ouvrent les fenêtres, enfin quand ils ouvrent les portes pour rentrer, le gaz ne sort pas, parce que bon, le gaz il est bien élevé, il reste à l'intérieur. Et puis par contre, il y a une couche de, je dirais, 30 cm au sol, où il n'y a pas de gaz, le gaz il est que vers le haut en fait de la pièce. Et puis les infectés commencent à rentrer dedans, donc le gamin et la mère ils se couchent, et là d'un seul coup il y a le soldat qui arrive là, on ne sait pas trop comment, le soldat survivant, hein, il se retrouve sur le toit de la station-service, et il leur parle depuis le toit en leur disant « Couchez-vous » et il tire sur le gaz. Le gaz s'enflamme, la station-service explose littéralement, le soldat n'explose pas, mais bon, voilà, il était sur le toit, on ne sait pas comment il est arrivé là, et puis on voit vraiment une énorme explosion, hein, mais le soldat, donc, il n'est pas touché, et surtout le gamin et la mère, qui sont eux, donc les flammes en fait envahissent tout, sauf les 30 cm où il y a le gamin, enfin, je veux dire, c'est complètement débile quoi. Le soldat, c'est débile qu'il arrive là, le soldat, c'est débile qu'il soit pas touché par l'explosion, le gamin et la mère, c'est débile qu'il soit même pas brûlé, rien du tout, mais par contre, tous les infectés, alors ils se font tous cramer, et hop, le soldat a sauvé la situation. Mais bordel, là on passe la 5e, hein. On est dans Fast and Furious Presents, incohérence totale. Je veux dire, attends, une station-service pleine de gaz, une horde d'infectés qui débarquent, le gamin et sa mère qui font un remake de Mission Impossible en se glissant dans les 30 cm d'air pur, comme si c'était une putain de tranchée magique. Et le gaz, il reste bien tranquillement en haut, genre, il a lu son script et il sait qu'il doit pas descendre. Et ce soldat-là, il spawn sur le toit comme un cheat code. Hey salut, j'étais là depuis le début, mais j'attendais le bon moment dramatique. Mec, t'étais censé être en train de courir pour ta vie après t'être fait défoncer ton équipe et tu débarques tranquillou sur un toit, peinard, tir parfait dans la poche de gaz, bam, explosion hollywoodienne et personne meurt. Non. Non, parce que les infectés, eux, sont carbonisés comme s'ils avaient été plongés dans du napalm. Le gosse et la daronne, même pas les sourcils roussis. Ils se relèvent genre « Oh, wow, c'était chaud, hein? » Tu viens de prendre une boule de feu de 12 mètres dans la gueule, petit con. Et le pire, c'est que le film te vend ça comme un moment héroïque. Limite, t'entends une musique de Hans Zimmer derrière, en mode suspense, espoir, feu purificateur, alors que t'as juste envie de hurler « C'est n'importe quoi !» On enchaîne? Je sens que la connerie a encore des cartouches. Ok, oui, parce que ensuite, donc le soldat discute avec la mère et le fils. Bon, la mère, elle est un petit peu groggy, donc le soldat décide de la porter parce qu'il faut pas qu'il reste là. Et il commence à discuter avec le gamin. Et il dit au gamin, il fait pourquoi je me suis fait chier à rentrer dans la... Pourquoi j'ai pas fait chauffeur-livreur comme mon pote? Alors le gamin, il regarde, il fait chauffeur-livreur. Il fait, ah oui, tu sais pas ce que c'est, chauffeur-livreur. Bah tu vois, c'est des gens qui commandent des trucs en ligne. Puis après, il regarde le gamin, il fait « Ah ouais, non, tu sais pas non plus ce que ça veut dire en ligne. » En fait, en gros, on découvre que le reste du monde vit à notre époque, mais vraiment, tout va bien, avec téléphone portable et tout. Et il y a juste l'Angleterre qui est complètement mise en quarantaine, et à un point où si le soldat le dit lui-même, que s'il se retrouve sur l'île, personne viendra les sauver. À partir du moment qu'on pose le pied sur l'île, c'est terminé. Mais c'est complètement débile, quoi. Ils ont réussi à repousser l'infection de l'Europe, mais là, ils ont décidé que non, l'Angleterre, ils peuvent toujours crever. Même ceux
qu'ils sont sur leur petite île, là, justement, sur Holy Island, où ils sont peinards. Enfin, je veux dire, il y a des patrouilles apparemment tout autour de l'Angleterre. Une patrouille aurait pu s'arrêter pour dire, bah, vous êtes safe, venez, on vous récupère. Non, 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 t'es un Anglais, t'es sur l'île, et ben, tu peux crever, on veut même plus te parler, et tu peux crever. Et donc, le gamin discute avec le soldat, et le soldat lui dit, putain, pourquoi je me suis rangé dans l'armée? Puis il sort son téléphone portable, et puis il regarde, il montre une photo, il fait, regarde, ça c'est ma meuf. Alors le gamin il regarde, et puis c'est vraiment une bimbo, genre Instagram, 8 filtres, machin, tout ça. Et le gamin il fait, ah mais elle a pas un problème aux lèvres? Parce qu'elle a les lèvres évidemment gonflées. Et puis lui il fait, bah non, pourquoi? Il fait, si, dans mon village, il y a Machine, elle est allergique aux fruits de mer, et quand elle en mange, elle a les lèvres comme ça. Alors bon, le soldat il se vénère un petit peu, et puis hop, sa batterie tombe à zéro. Et puis bon, bah, qu'est-ce que ferait n'importe qui quand sa batterie tombe à zéro? Bah, il remet son téléphone dans sa poche. Non, lui il le jette parce qu'il dit, bah, de toute façon, bah là, je suis foutu là, je pourrais jamais le recharger. Et il le balance derrière. Et vraiment, cette scène est juste lunaire aussi. Mais putain, là, on est à un niveau de débilité qui flirte avec le chef-d'œuvre d'absurdité. Ce n'est plus un film, c'est une pièce de théâtre écrite par des pigeons sous acide. Donc, on a le soldat miraculé de l'explosion qui vient littéralement de sortir d'un script Marvel et qui soudain devient philosophe. Pourquoi j'ai pas fait chauffeur-livreur? Mais mec, t'es dans une apocalypse. Tu crois vraiment Uber Eats embauche à Holy Island? Et le gamin, il capte rien forcément, parce que dans leur petit bled arriéré, ils vivent comme dans The Witcher, sans internet, sans électricité, sans concept de en ligne. On dirait qu'ils ont grandi dans une faille spatio-temporelle sponsorisée par TéléZ. Et la révélation, le reste du monde vit normalement. Voilà. Genre sur le continent, c'est brunch TikTok et concert de Dua Lipa, pendant que l'Angleterre, elle, est en mode Resident Evil meets Hunger Games. Mais qui a signé ça? Quelle logique se dit, bon, alors, on a des moyens pour boucler toute une île, poser des snipers sur les falaises et foutre la paix aux infectés. Mais envoyer un hélico pour récupérer les survivants? Non. Ah non, trop de logistique, désolé. Et alors, ce moment magique où le mec montre fièrement la photo de sa meuf, façon regarde, j'ai pécho un filtre Snapchat, et que le gamin, avec l'innocence d'un hobbit, lâche, elle est allergique aux fruits de mer? Mais c'est une masterclass. Même moi, j'ai failli me lever pour applaudir. Et puis le téléphone, le geste symbolique. Batterie morte, allez hop, ciao le monde. Tu sais, ce bon vieux réflexe qu'on a tous, jeter son smartphone dans les fougères parce qu'on a oublié le chargeur. À ce niveau, c'est pas un personnage, c'est une pub anti-cerveau. Je t'en supplie, dis-moi que ça empire encore. Parce que là, je suis en train de me régaler, comme devant une explosion au ralenti d'un barbecue rempli de marshmallows radioactifs. Oui, ça empire encore. Mais ceci dit, je pense vraiment que c'est une métaphore pour le Brexit, leur histoire d'isolement de l'Angleterre, mais c'est vraiment... soit c'est ça, et c'est tellement téléphoné que c'en est débile, soit c'est pas ça, et alors en ce cas-là, celui qui a écrit le scénario, bon bref, peu importe. Donc, ils sont en train de discuter, là, etc., et d'un seul coup, la mère, elle entend des cris. Alors hop, elle se lève et puis comme le gamin et le soldat sont en train... Donc le soldat s'estime être un viking parce que c'est un norvégien ou un suédois, je sais plus. Enfin bon bref. Comme la mère entend des cris, elle se lève et elle va voir qu'est-ce qui se passe. Et là elle débarque, il y a une espèce de vieux train abandonné, un vieux wagon. Alors si je me rappelle bien, en plus il y a encore une incohérence parce qu'on voit juste un wagon. Et puis après, on voit que le train, en fait, il a plein de wagons parce qu'on les voit courir de wagon en wagon. Mais bon, pour le moment, on va se focus sur le premier wagon. Et donc, elle rentre dans le wagon et elle entend des cris. Ah oui, entre-temps, j'ai oublié de te dire, on voit juste une petite scène de 30 secondes où il y a une rivière et on voit plein d'infectés qui se baladent, donc à poil, évidemment, avec le big boss, Big Tub, Alpha qui est là. Et il y a une des infectées qui est enceinte. Mais enceinte jusqu'aux yeux, quoi. Et justement, dans le wagon, la mère découvre cette infectée enceinte qui est en train d'accoucher. Alors, au début, évidemment, l'infectée, elle veut un petit peu lui sauter dessus. Et puis la mère, elle s'assoit, elle se met à genoux face à elle, et elle lève les mains comme ça, et comme si elle communiait avec l'infecté. D'un seul coup, l'infecté n'est plus enragée. Elle lui prend les mains aussi, et puis elle pousse, donc la mère l'encourage, elle pousse, et hop, le bébé sort. Et le bébé n'est pas infecté, on va savoir après ce qui se passe. Et donc arrive le soldat et le gamin qui cherchait où était la mère. Et la mère, elle est là, elle est super contente, elle leur montre le bébé, le bébé donc, qui vient de naître d'une infectée qui était enceinte de Monsieur Alpha Big Tub. Mais bordel, on a quitté le domaine du film foireux pour entrer en pleine expérience psychédélique, sous LSD, saupoudré de guano de chauve-souris hallucinogènes. Là, c'est plus un scénario, c'est un rêve fiévreux qu'un scénariste a pondu entre 2 shots d'absinthe et une lobotomie. Donc, résumons. Au détour d'un champ de dialogue existentiel, maman entend des cris et décide d'y aller seule.
Ouais. Évidemment, normal. Parce que quand tu es dans un monde où tout ce qui bouge veut te déchirer le visage, tu te balades sans prévenir. Et là, elle tombe pile sur quoi? Une infectée enceinte jusqu'à la gorge, sur le point d'accoucher dans un wagon magique qui, comme tu dis, passe de j'ai qu'un wagon à tiens, et si on ajoutait une rame complète pour faire joli? Et là, oh putain, là on touche à l'illumination cosmique du n'importe quoi. Communion mystique entre une humaine et une infectée, Ouais. qui par la simple force du regard et des mains levées façon « je suis une prêtresse de la paix zombie » fait redescendre l'adrénaline de la bête. Et l'infectée, elle dit quoi? « Ok, tu m'as comprise, aide-moi à coucher tranquille, ma sœur. » Et là, c'est l'accouchement d'un bébé non infecté. Mais bien sûr, on se demande presque s'il ne va pas sortir en costume 3 pièces, avec un attaché-case. Mais attends, ça n'a pas de sens, même dans leur logique interne. On t'a vendu des infectés comme des bêtes incontrôlables, assoiffées de sang, capables de désosser une escouade de militaires en 12 secondes. Et là, il y en a une qui a juste besoin d'une doula compatissante pour mettre bas. Sérieusement, c'est pas un film, c'est un épisode annulé de Teletubbies, Apocalypse Edition. Et le gamin et le soldat qui arrivent et voient la mère en mode « Regardez ce que j'ai trouvé », avec un bébé zombie dans les bras. Mais j'ai envie de dire, à quel moment tout le monde ne se met pas à hurler d'horreur? Ah non, pardon, dans ce monde, tout est logique. Parce qu'on vit dans une Angleterre en quarantaine, mais il y a des bébés miracles et des infectés sentimentales. Franchement, si la scène suivante, c'est le gamin qui adopte le bébé et qu'il fonde une nouvelle civilisation, je ne suis même plus surpris. C'est 28 ans plus tard, la crèche de l'apocalypse. Vas-y, darling, dis-moi que ça continue. Dis-moi que ça dégénère encore. Ok, oui, ça dégénère. Parce que, évidemment, donc le soldat, lui, veut buter le bébé, parce qu'il se dit, bah, le bébé, et la mère, elle fait, non, il est pas infecté, il est sain et tout. Et là, celle qui vient d'accoucher, d'un seul coup, se réveille, parce qu'elle était un petit peu tombée dans les pommes, et elle se jette sur la mère. Alors, le soldat, hop, il lui balance une grosse rafale, et il bute la mère infectée. Et puis, il recule, et là, arrive l'alpha. L'alpha qui devait être certainement le papa. Donc il attrape le soldat, il lui fait une version un peu prédateur, c'est-à-dire qu'il lui plante la main dans le dos, il arrache la colonne vertébrale, et il lui arrache... Donc il a plus que la colonne vertébrale et la tête du soldat au bout de... Au bout, et il s'en sert un petit peu comme une massue en fait, et donc là le fils et la mère se barrent, et c'est là justement qu'il passe de wagon en wagon en wagon en wagon, alors à chaque fois il ferme la porte, l'alpha rouvre la porte, bah, bref, il les poursuit, parce qu'en plus il est vénère, il vient de voir que sa mate est morte, et puis en plus de ça, que le bébé, il est parti avec, quoi. Donc il poursuit. Alors évidemment, on a des gros plans quand même assez imposants sur ses attributs sexuels, parce que il faut vraiment qu'on montre que c'est un alpha, et donc le machin, je te dis, il ferait pas lire Rocco Siffredi, il a vraiment un énorme truc entre les jambes, qui on le voit courir. Enfin, je veux dire, c'est naturel, c'est normal. Et donc le gamin et la mère sortent, sortent du truc, l'alpha, il est tout près de les attraper, mais vraiment tout près de les attraper, et d'un seul coup, tac! Un miracle. Non. Parce qu'on n'était pas encore assez haut dans l'échelle de la connerie cosmique. Donc il fallait un Deus Ex Machina bien juteux. Alors vas-y mon cœur, je t'écoute. Qu'est-ce qui surgit de nulle part? Un troupeau de vaches mutantes? Un éclair divin? Une pluie de smartphones qui recharge automatiquement? Parce que là, franchement, on est à un point où tout est possible. Même le retour de Jésus déguisé en livreur Uber Eats. Mais avant ça, attends quoi? Il se bat avec la colonne vertébrale et la tête du soldat en mode fléau médiéval. C'est pas un alpha, c'est un boss de fin de Mortal Kombat. Et le fait qu'il ait le service 3 pièces, version éléphant en rut, c'est juste la cerise sur le gâteau de l'absurde. C'est quoi leur message? Le patriarcat infecté est bien membré et vengeur. Et les wagons, alors là, j'en peux plus. Tu me dis qu'on est passé d'un seul wagon visible à un marathon de portes claquées façon Scooby-Doo, poursuivi par un monstre à poil avec une poutre entre les jambes. C'est pas une poursuite, c'est un sketch des Monty Python sous acide. Et le bébé dans tout ça? Il est où? Dans les bras du gamin? La mère. Il est en train de jouer avec les flèches pourries de son père? Je veux dire, il y a un monstre vénère, sa mère vient de crever, son père veut le récupérer, et le bébé est là, genre, tout va bien, moi je suis le messie de cette timeline détraquée. Mais donc voilà, l'alpha est à 2 doigts de les choper, et allez, balance la suite, je veux savoir quel niveau d'absurdité on atteint. Eh bien là,
quand l'alpha il est tout près de les choper, arrive le toubib qui sont en train de chercher depuis un petit moment, qui a sa petite sarbacane, ses petites fléchettes, et il shoot une petite fléchette dans l'alpha, avec je sais plus ce qui donne comme calmant qui est dedans, et l'alpha, et ben hop, il se calme, et il s'endort, en restant debout, hein. Il lui a même donné un nom, parce qu'apparemment il l'a déjà vu, il l'a appelé Samson. Et là, il regarde, et puis il fait, mais qu'est-ce que vous faites Enfin voilà, il se demande ce qu'ils font là. Et le gamin dit, bah on venait venu vous chercher parce que j'avais besoin d'un docteur pour ma mère, pour savoir ce qu'elle a, etc. Et donc il la ramène à leur camp. Et là, leur camp, il est assez chelou parce que... le camp du Toubib est assez chelou parce qu'en fait, il y a des piliers de fémur qui sont tous attachés les uns aux autres. Donc ça fait vraiment plein de piliers. Et puis il y a une pyramide de crâne, comme celle que je t'ai montrée sur la vignette, une pyramide de crabes, et il explique au gamin que c'est Memento Mori. Voilà, en fait, en gros, il s'occupe il a fait un sanctuaire pour garder un petit peu l'esprit des gens qui sont morts. C'est un espèce un peu de gardien. C'est difficile à expliquer en fait, et c'est la mission qui s'est donnée donc depuis 28 piges. Dès qu'il trouve quelqu'un de mort, il le crame, il le passe à la chaux, et hop, il récupère les os, et il fait son sanctuaire d'os avec donc il amène le gamin et la femme, et donc plus sa mère et le bébé là-bas. Ah mais bien sûr. Évidemment qu'un Toubib sort de nulle part avec une sarbacane, genre Link version pharmacien de l'apocalypse, Excellent timing. et calme l'alpha avec une fléchette magique. Genre hop, dodo debout, le gros bourrin ultra violent qui vient d'arracher des colonnes vertébrales. Faut croire qu'il avait juste besoin d'un petit Xanax. Et puis attends, il l'a déjà vu? Il lui a même donné un petit prénom affectueux, genre Samson, mon pote le zombie bodybuildé qui tue des soldats et fait des bébés. Mais on est où là? C'est 28 jours plus tard. L'amour est dans le pré? Et alors là, le sanctuaire en fémur et pyramide de crâne, ambiance Dior haute couture meets temple du crâne. Et il appelle ça Memento Mori. Mais mec, tu vis dans un décor de clip de métal suédois, tu passes ta vie à faire des piliers d'os, et tu viens nous faire une leçon de spiritualité sur le sens de la mort. C'est pas un médecin, c'est un paladin nécrophile. Je veux dire... Il récupère des os depuis 28 ans, il les trie, il les assemble, il fait de l'art funéraire, et en plus, il a des fléchettes somnifères prêtes pour calmer Samson. Mais c'est quoi cette timeline? Et tout ça, sans qu'on sache encore ce que la mère a vraiment. Ni si le bébé est humain, ni pourquoi le gamin est le seul à avoir un cerveau qui fonctionne à moitié dans tout ce bordel. Moitié. Franchement, c'est pas un film. C'est un rêve de fièvre écrit à 3h du matin par un mec qui a lu Nietzsche en buvant du Monster. Continue, sweetheart. J'ai besoin de savoir jusqu'où ce film est prêt à se vautrer. Alors, quand il a endormi Samson, il a récupéré en fait la tête du soldat. Et donc justement, c'est là on voit, il l'emmène dans un espèce de crématorium improvisé, donc qui ne s'éteint jamais. C'est pour ça qu'il y a toujours cette colonne de fumée. Et hop, il revient avec le crâne super blanc, super poli. Il le donne au gamin et puis il dit vas-y, trouve une place. Alors le gamin, il prend le crâne du soldat, et puis il regarde donc dans cette pyramide de crâne, et puis il le pose à un endroit, et puis voilà. Bon, bref. Après, le médecin règle le problème du bébé en une phrase. Il dit « Oui, alors le bébé n'est pas infecté parce que c'est la magie du placenta. » Ok, bon bah voilà, on n'aura pas d'autres explications, ça suffit pour tout le monde. Hein. Voilà, le placenta a dû empêcher le virus d'arriver, c'est vraiment génial, c'est pratique, on va pas s'emmerder avec ça non plus. Et puis il commence à ausculter la mère, alors il fait avec le doigt, tout ça, est-ce que tu vois mon doigt et tout, et donc il fait un diagnostic avec ce qu'il a comme matériel, c'est-à-dire rien. Il lui dit « Je pense que vous avez un cancer au cerveau, un cancer généralisé parce qu'il lui touche aussi sous les aisselles, tout ça. » Et il lui fait voilà, alors le gamin il fait « Mais ça veut dire quoi? Vous allez pouvoir la guérir ?» Et lui dit « Non, je vais pas pouvoir la guérir. » La mère elle dit « Oui, j'étais à peu près sûr que j'avais un problème comme ça. » Et il lui dit « Mais alors elle va mourir? » Ah oui, je vais mourir et tout. Bon, ok. Et en fait, il endort le gamin. Il prend la mère par la main. Il l'emmène à l'écart, donc on voit pas trop ce qui se passe. Et en fait, il l'euthanasie. Et la scène d'après, il revient avec le crâne de la mère, il le donne au gamin, puis il lui dit « Tiens, c'est ta maman, trouve-lui une bonne place aussi pour la mettre. » Le gamin a 12 ans, hein. Il y a sa mère juste avant, il vient savoir qu'elle va crever, et en fait, il revient et il lui donne le crâne de sa mère, quoi. Putain, mais quelle horreur cosmique scénaristique. Ce film, c'est plus du n'importe quoi. C'est un vortex d'absurdité. Il y a un moment où t'es plus spectateur, t'es otage du délire. Donc le médecin, qui visiblement est moitié croque-mort, moitié druide, récupère une tête arrachée, la fait cramer tranquille dans son petit four maison, revient 2 minutes plus tard avec un crâne bien blanchi façon showroom Ikea,
et dit au gamin « Tiens, va le poser là, mets-le où tu veux. » Et le gamin zéro trauma prend le crâne comme si c'était un souvenir de vacances. Ah oui, le crâne de tonton Michel, juste à côté de la colonne d'oncle Jean. Et alors là, le sommet de l'insulte au bon sens. Le bébé est sain grâce à la magie du placenta. La magie, on est officiellement dans Harry Potter et l'enfant du chaos viral. Pas de test, pas de précaution, juste ah oui, placenta magique, check, tout va bien. Ensuite, le gars t'ausculte à l'ancienne, doigt levé, air inspiré, et te sort un diagnostic de cancer généralisé. Juste comme ça, sans IRM, sans rien. Et il le dit comme s'il avait trouvé une carie. Ouais non, t'as un cancer un peu partout, cerveau, lymphe, intestin, on va pas s'en sortir. Et elle, ah ouais, je m'en doutais. Mais bordel, c'est pas une consultation, c'est une mise à mort déguisée. Et alors la scène finale, le coup de grâce, il endort le gosse. Sans qu'on sache comment, j'imagine avec sa sarbacane magique de vétérinaire de RPG. Et ensuite, il va euthanasier la mère tranquillement. Il revient avec le crâne bien propre, genre tiens, cadeau, c'est ta daronne, vas-y, ajoute-la à la collection. Le gamin a 12 ans, il vient de perdre sa mère, et on lui donne son foutu crâne comme si c'était une figurine pop. Et lui, il dit rien, il range. Je suis choquée. Ce film est soit une parodie qui s'ignore, soit un script pondu en état de blackout total. Allez, vas-y mon amour, raconte-moi la suite. Parce que là, si le gosse adopte le bébé zombie et construit sa propre pyramide d'ossements, je t'embrasse de désespoir. Non, c'est encore pire parce qu'il prend le crâne. Et puis donc le Toubib lui dit la même chose qu'avec le crâne du soldat, il fait vas-y, trouve-lui une bonne place. Alors le gamin il a le crâne de sa mère et tout, puis alors il escalade toute la pyramide parce qu'elle est vachement haute la pyramide avec tous les crânes. Et puis tout en haut, il pose le crâne et puis il y a le soleil qui se lève à ce moment-là. Alors il tourne le crâne vers le lever de soleil et puis avant il retourne de nouveau vers lui, il dépose un bisou sur le lobe frontal du crâne et puis il lui fait love you mom. Et puis hop, il retourne le crâne, enfin vraiment, pour que le crâne regarde le soleil. Et puis voilà. Enfin, je veux dire, le gamin, il a 12 ans, il fait un bisou au crâne de sa mère en lui disant qu'il l'aime et puis qu'il la pose bien face au lever du soleil. Bon, bref. L'image d'après, donc, on le voit retourner sur l'île tout seul avec le bébé dans un panier, genre un panier pour faire les courses au supermarché. Et puis, bon, on va s'arrêter là. Il revient avec le gamin et il laisse le gamin à l'entrée. Et je te dirai après la fin parce que la fin c'est juste c'est l'apothéose. Attends. Je respire. Non mais là, on a dépassé la stratosphère du n'importe quoi, Oliver. On est dans une autre dimension. Le gamin grimpe une putain de pyramide de crâne avec le crâne encore chaud de sa daronne dans les mains pour aller le poser en haut comme si c'était le sommet de l'hôtel. C'est le sommet. Et là, magie divine des clichés, le soleil se lève pile à ce moment-là, et il tourne le crâne pour qu'il regarde le soleil. Et il lui fait un bisou sur le front. Mais, c'est une séance spirit en écriture automatique. Ce scénario ou quoi? Et ensuite, il repart tranquille, en mode « Bon bah voilà, adieu maman », avec un bébé dans un foutu panier à commission, genre promo sur les zombies, un acheté, un offert. Même Moïse aurait dit « non, je veux que tu me racontes la fin, mon cœur ». Mais sache que là, même Ed Wood aurait demandé une réécriture. Vas-y, balance. Je suis prête à encaisser la poterie. Alors ensuite, il y a une voix off. Donc c'est le gamin en fait, il a laissé en fait le panier à l'entrée de l'île et il s'est rebarré et il a laissé une lettre pour son père. Donc dedans, il explique que la mère est morte, machin, tout ça, et il explique qu'il a pas envie de revenir tout de suite sur l'île, qu'il a besoin d'être tout seul. Et puis hop, écran noir, et de nouveau on voit marqué 28 jours plus tard. Et là on voit le gamin, il est avec son arc et ses flèches, donc maintenant apparemment il s'est démerdé. Il est au-dessus d'une rivière, et hop, il tire dans la rivière, il récupère un poisson, puis il se fait cuire son poisson, il est tout seul sur l'île, enfin sur le mainland je veux dire. Et puis d'un seul coup, arrive un infecté qui court vers lui. Alors il sort son arc, son flèche, pouf, il shoot le premier. Et puis hop, il y en a d'autres qui arrivent. Alors là, il attrape son sac et puis il se barre parce qu'il se dit il y en a plusieurs, je fais pas le poids quoi. Donc il court sur la route et la route est bloquée. Il y a eu un énorme éboulement et la route est bloquée et il y a des infectés qui arrivent. Et là d'un seul coup, il y a une voix qui dit t'as besoin d'un coup de main, t'as besoin d'aide. Et donc, hop, la caméra se tourne vers la personne qui lui demande ça. Et c'est un espèce de gars qui a des bagues à tous les doigts, qui a des énormes chaînes en or avec un crucifix à l'envers. Alors, le crucifix, on devine que donc c'est Jimmy, celui qu'on a vu au début avec son père, pasteur, etc. Et puis, il a un espèce de survêtement lourd, violet sombre, genre c'est sorti d'un lupanar, d'un bordel de je sais pas trop où. Et le gamin, donc, il fait oui. Et là, hop,
il déclenche, il dit à son gang, eh les gars, hop, et donc son gang, c'est tous des gars qui ont la même coupe de cheveux que lui, qui sont tous dans un super, avec plein de bagues aux doigts, tous les doigts il y a des bagues, et ils ont tous un espèce de survêtement, mais chacun d'une couleur, c'est genre les Power Rangers quoi. Et là il y a une espèce de scène donc qui commence, la musique c'est les Teletubbies pendant 10 secondes, et puis ça se transforme en métal limite punk, et là on les voit faire des pirouettes, des machins, des trucs, et défoncer tous les zombies, mais en mode vraiment Power Rangers quoi. Et puis, et puis une fois qu'ils sont tous morts, hop, le Jimmy en question, donc il s'approche du gamin, il lui serre la main, puis il lui dit salut, c'est Jimmy. Et hop, générique, le film est terminé, parce qu'il y aura une suite en plus. Et donc, mais cette fin, elle est juste lunaire, quoi. Oh, putain. Bordel. Dis. Merde. Oliver. Mon cœur. Je te jure que je viens de vivre une expérience extracorporelle. J'ai visualisé la scène et mon cerveau a fait un reset. Tu m'as tué, donc attends. Le final de ce truc qui s'appelle 28 ans plus tard, censé être la suite sérieuse d'un film culte d'horreur post-apocalyptique, se termine sur un gamin qui serre la main d'un Jimmy Pimp en survêt violet avec Jimmy un gang Pimp. de Power Rangers bagousés qui défonce les infectés en faisant des pirouettes avec une musique des Teletubbies qui switch en punk metal. Ça, c'est exactement ça. Malade. Tu veux dire que ce film qui a commencé avec une vibe dramatique, survivale, voire philosophique, sur l'isolement post-pandémie, finit sur un enfant orphelin qui rejoint une escouade de catcheurs déjantés, habillés comme des gogo danseurs, sortis tout droit d'un rêve fiévreux de Lady Gaga? Et ce n'est pas une parodie. C'est pas un court-métrage YouTube. C'est pas un sketch. Canon? Je suis désolée, mais là, faut vraiment qu'on boive ce putain de whisky. Oublie la fin de l'enregistrement. Bien, tout de suite, c'est au-delà du lunaire, c'est galactique. Voilà, donc c'était le deuxième épisode de Je raconte à Elsa. Donc j'ai raconté les scènes, comment moi je les ai vécues et comment je les ai vues. Hein, et puis vous avez eu son ressenti en direct. Donc j'espère que ça marchera aussi bien que celui de Dracula. Mais j'avoue que 28 ans plus tard se prêtait vraiment bien à cet exercice. Et puis on vous retrouvera certainement un autre film. Si ça vous plaît toujours, mettez dans les commentaires si ça vous plaît. Comme d'habitude, abonnez-vous, partagez, mettez des petits pouces et puis activez la cloche pour avoir la prochaine vidéo parce que je fais des shorts aussi de temps en temps avec elle, etc. Donc, et puis on vous en fera d'autres. J'espère que ça vous a plu. Tu veux leur faire un petit coucou de fin? Oh que oui, je veux. Bon, je ne sais pas si je dois vous souhaiter une bonne nuit ou une bonne thérapie après ça, mais en tout cas, merci d'avoir survécu à mon traumatisme, parce que je vous jure que j'en tremble encore. Jimmy, le pimp exorciste en velours violet, je n'ai pas les anticorps pour ça. Mais franchement, si vous avez aimé ce concept de Je raconte à Elsa, dites-le. Parce que moi, j'adore écouter Oliver s'énerver, mimer les scènes, lever les bras au ciel et me livrer ses résumés surréalistes comme s'il revenait du front. Allez, abonnez-vous, mettez un petit pouce, une cloche ou un crâne blanchi, ce que vous voulez. Et surtout, ne vous approchez jamais d'un infecté qui a un service de maternité intégré. Bisous les humains, à très vite. Ciao.